Donc en effet, je me suis dit que j'avais pas forcément beaucoup à apporter sur la thématique des robots, de leur sociabilité par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et je vous proposais un exposé un tout petit peu différent, comme le titre l'indique. Ouvrir un tout petit peu la question. Alors, quand on envisage les robots dans l'imaginaire, en tout cas l'imaginaire des enfants, on a Rosie le robot dans la série Les Jetsons, un robot à tout faire qui nous aide au quotidien. Alors ici en particulier c'est un robot qui aide à la maison et donc forcément il est féminisé, c'est naturel. Un peu plus tard, dans l'imaginaire populaire, dans ces vidéos on voit deux choses. On voit un être humain qui danse comme un robot, ou qui essaye de danser comme un robot, ou en tout cas qui représente à sa façon ce que c'est que danser comme un robot. Et ici, on a un robot qui essaie de vous faire croire qu'il danse comme un humain. Donc, il y a un parallèle intéressant. On voit qu'il y a cette image courante du robot qui est saccadé, peu réactif, rigide, raide. Et là, le robot qui essaie de vous faire croire que non, en fait, il peut faire plus que ça. Ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que cette vidéo, c'est un mensonge. C'est-à-dire que là, c'est une vraie vidéo, le robot fait vraiment ça, mais quand il vous montre ça, il vous fait croire qu'il est capable de plein de choses, alors qu'en fait, il est tout juste capable de faire ça, cette vidéo, point. Ça, c'est ce robot, il n'était pas à vendre, mais on sait que son coût de revient, c'était de l'ordre de 2 millions de dollars. C'est un des meilleurs robots, enfin, cette vidéo il y a 2 ans, c'était le meilleur robot qui existait sur la planète. Et bien, ce robot, une vidéo qu'on vous montrait beaucoup moins, quand il essaie de faire quelque chose de tout simple, prendre une boîte et la poser sur une étagère, ça vire à la catastrophe. Voilà. Donc, ceux qui ont peur d'être remplacés dans leur travail par les robots, voilà, on n'en est pas encore là. Mais donc, se pose une question, les robots, actuellement, ils servent à quoi? On a eu aujourd'hui plein d'exposés sur ce qu'on aimerait faire aux robots ou les questions qu'on se pose par un robot, qui sont des questions souvent théoriques. Mais concrètement, les robots aujourd'hui, donc si on prend des statistiques de 2021, il y avait une poignée de robots, au total 100 000 robots qui ont été fabriqués pour faire du médical, de la logistique, du transport, du nettoyage, choses comme ça. C'est presque de la niche au sens économique du terme. La grande majorité des robots, 500 000, 1 demi-million, ce sont des robots industriels. Et ces robots industriels, ils servent à quoi? Pendant plus de 60 ans, depuis le tout premier robot industriel qui avait été construit, l'utilisation numéro 1 des robots, c'est fabriquer des voitures. Et ça n'est que Covid, les voitures en déclin, et la première place a été prise par l'électronique. Donc les robots, aujourd'hui, ça sert principalement à fabriquer les voitures et les produits électroniques. Et combien? Voilà les statistiques. 80 millions de véhicules en 2021, 1 milliard 359 millions de smartphones. Ça, c'est les robots qui fabriquent ça, qui nous aident à fabriquer ça. Pour mettre en parallèle, encore une fois, chiffre officiel, ils arrivent à avoir l'unité près, le nombre de bébés nés en 2021. Donc juste pour voir le ratio, c'est à chaque fois qu'il y a un bébé qui naît sur la planète, on fabrique 10 téléphones portables et une demi-voiture. Alors pourquoi est-ce que les robots ils font ça? Pourquoi est-ce que les robots ils nous aident pas? Parmi les rêves qu'on a présentés aujourd'hui, pourquoi les robots ne nous aident pas à tout un tas de buts officiels que l'ONU a formalisés, nous aider à lutter contre la pauvreté, contre la faim, pour améliorer la vie sous l'eau et sur les terres, les petits oiseaux, la paix, tout ça. Pourquoi les robots, ça ne nous aide pas à faire ça? Parce qu'ils ne sont pas capables. Il y avait un roboticien aux États-Unis qui était très connu dans les années 80, Hans Moravec, qui avait écrit dans un de ses bouquins Mind Children, ce qui est devenu ce qu'on a fini par appeler le paradoxe de Moravec. Donc dans les années 80, lui, à cette époque-là, les robots qui jouaient les ordinateurs qui jouaient aux échecs ou au Go, c'était pas encore ça. Donc il prenait le jeu de dames en échec en exemple. Et donc, voilà, il disait, finalement, c'est relativement facile d'avoir des ordinateurs qui jouent au niveau d'un adulte. Alors maintenant, on sait qu'on fait des ordinateurs qui jouent aux échecs et au Go mieux que n'importe quel être humain. Par contre, faire qu'un ordinateur ou un robot soit capable de faire aussi bien qu'un enfant de 1 an
en termes de perception et de mobilité, on n'en est pas là. Et l'observation, elle est toujours valable aujourd'hui. Je vous ai montré le robot, là, qui est capable de vous faire des gestes de danse pas possibles, mais il n'est pas capable de mettre une boîte sur une étagère. Donc là, on parle de perception et de mobilité. Les capacités sociales en font partie. Je me permets de prendre un exemple personnel. J'ai 3 garçons. Le dernier, quand il avait 1 an, il vivait dans une fratrie avec 2 grands frères et puis 2 parents. À 1 an, il ne savait pas encore marcher debout. Il savait quand même pas mal se déplacer. Il était très capable, beaucoup plus qu'un robot. Mais surtout, il était capable d'interpréter toutes les relations sociales dans la famille avec un degré de précision phénoménal. Il savait interpréter un silence, un regard, un geste à peine entamé pour comprendre quelles étaient les relations et comment en tirer parti pour obtenir ce qu'il voulait. Donc voilà, ça, ce sont ces choses. Il faut se rappeler que les robots, tous ceux qu'on a vus aujourd'hui, en sont incapables de faire ce qu'un enfant de 1 an est capable. Donc c'est pour ça que les robots, ils finissent par faire ça. Donc les robots... Là, c'est une usine de construction de voitures. Je vous montre parce que c'est visuellement quand même impressionnant. Et là, c'est pour fabriquer un dernier gadget électronique à la mode. Enfin, non, c'est pas tant à la mode que ça, mais voilà, les robots, ça reste des gestes répétitifs parce que là, il n'y a pas besoin de capacité cognitive avancée, que de capacité sociale. Et pour exemple, pour le montrer encore une fois, pour faire cette comparaison avec un humain, voilà, ce travail à la chaîne, on le représentait très bien ici, le fait qu'il n'y a pas de compétences. C'était profondément déshumanisant. Ce n'est pas du travail qui nécessite la moindre humanité, la moindre compétence humaine. Donc, si on essaye d'avoir des robots qui nous aident à faire autre chose que ça, il faudrait qu'ils gagnent en compétences. Et se pose la question, compétences sociales, compétences de sociabilité. Alors, pour reprendre un exemple ici, c'est Kate Raworth qui avait proposé ce qu'elle appelle le Donut Economics. Donc là, on retrouve un peu tous les objectifs de l'ONU. Améliorer la qualité de l'eau, la nourriture, la santé, tout un tas de choses. Si on veut que des robots puissent nous aider à améliorer tout ça, se pose la question de quelles sont les capacités, les compétences dont ils ont besoin. Et donc là, on peut questionner à quel moment est-ce qu'on a besoin que les robots aient des compétences sociables. Mais il y a un autre problème, c'est que les robots peuvent nous aider à faire ça, mais il y a aussi des limites écologiques. C'est-à-dire que plus on va essayer d'avoir une technologie qui nous aide à améliorer ces aspects-là, et plus il risque de pousser sur les limites de notre monde, qui est limité. Donc là, il y a tout un tas de limites qui ont été identifiées. On parle beaucoup du changement climatique, mais ce n'est pas le seul, et c'est loin d'être le pire des problèmes auxquels nous faisons face. Par exemple, la dernière évaluation, je ne vous ai pas mis le papier, mais il y en a 6 sur ces 9 limites qui sont déjà largement dépassées. Alors souvent, pour représenter ça, ils vous mettent ça avec des petites couleurs. C'est rouge, c'est pas bien, violet, c'est vraiment, vraiment pas bien. Pour essayer de visualiser ça un peu autrement, il y a un exemple que je trouve assez parlant. La quantité en masse, la quantité de plastique sur Terre est 2 fois plus importante que la quantité en masse d'êtres vivants sur Terre. D'êtres vivants. Enfin non, d'animaux, pardon. D'animaux. 2 fois plus. On peut toujours se dire, bon, d'accord, il y a du plastique qui est émis quelque part, c'est pas un problème. Est-ce que vous savez quelle quantité de ce plastique vous ingérez chaque semaine? On ingère chaque semaine l'équivalent de ça de plastique. Chaque être humain sur la planète en moyenne. Et ça, comment est-ce que vous l'ingérez? L'eau du robinet. Alors, il se trouve qu'en Europe, en France, on a une eau de qualité, et donc en France, c'est plutôt la moitié de ça qu'on ingère chaque semaine. Donc, chaque être humain qui boit de l'eau ingère du plastique. Qu'est-ce que ça nous fait? Et encore, même s'il ne boit pas de l'eau, c'est-à-dire que ce plastique, il passe la barrière placentaire, on le retrouve dans le liquide amniotique. Donc, tous les bébés qui naissent aujourd'hui, quand ils naissent, ils ont déjà passé 9 mois à baigner dans le plastique. On peut se poser des questions sur ce que ça implique. Donc, pour en revenir aux robots, le rôle des robots qui est d'essayer de faire plein de choses potentiellement utiles, mais qui eux-mêmes dépendent de plein de choses dont l'extraction est potentiellement dangereuse, toxique. Donc ici, c'est un rapport de l'Union européenne. Donc même si on voulait que les robots fassent plein de choses fantastiques, les énergies renouvelables c'est fantastique, la mobilité douce c'est fantastique,
la défense et l'espace, c'est fantastique. Eh ben, on a besoin d'utiliser toutes ces choses-là, et toutes ces choses-là, ça pollue. Ça pollue de les extraire, ça pollue de les utiliser, et une fois qu'on a arrêté de les utiliser, on ne sait pas quoi en faire, ça pollue encore plus. Donc il y a un problème de pollution, mais de toute façon, il y a un problème aussi de ressources. C'est-à-dire que toutes ces ressources, elles sont disponibles en quantité limitée, on les extrait de plus en plus, mais sur presque toutes ces ressources, on sait qu'on a déjà atteint le pic d'extraction. C'est-à-dire que maintenant, ça va être de plus en plus difficile d'en avoir en plus de nouvelles. Une façon de représenter ça, et en plus d'appréhender la temporalité de ça, c'est ce graphique d'un vieux papier, 56. Marion Kingebert, c'est celui qui avait lancé l'idée de peak oil, de pic de production pétrolière. Et donc là, il mettait, voilà, typiquement, la courbe, c'est qu'on commence à en extraire de plus en plus, et puis après, on atteint un pic, puis finalement, quand il n'y en a plus, on arrête. Et ça, là, c'est le pétrole, mais vous avez ça sur le cuivre, sur tout ce qu'on a vu. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est de voir l'aspect temporel. Il avait mis en zéro le temps de son article, 1956. Et l'extraction des ressources, ça avait commencé un ou deux siècles avant, et ça se finira dans un ou deux siècles après. Donc là, on sait que dans un siècle ou deux, on n'aura plus toutes ces ressources. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on faisait là? Donc, il y a 5000 ans, l'homme, l'être humain, inventait la roue. On peut supposer que dans 5000 ans, il y aura toujours des roues. La roue, c'est un exemple de technologie. Il y en a d'autres, on a des plus anciennes. J'ai lu un article dans Le Monde la semaine dernière qui disait que le godemiché avait été inventé il y a 20 000 ans. Donc dans 20 000 ans, il y aura encore des godemichés, on peut imaginer. Les robots, eh ben non. Parce que les robots, ils sont dépendants de toutes ces ressources-là, les robots tels qu'on les construit aujourd'hui. Donc il y a une question qui commence à être abordée par la communauté des roboticiens, qui est, bon, on va pouvoir continuer à construire ces robots-là pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle, même si on n'en a rien à faire de leur impact environnemental, de toute façon, il faudra arrêter à un moment donné. Donc on peut déjà anticiper. Et puis de toute façon, si on s'intéresse un petit peu à l'impact environnemental, plus on arrête vite et mieux c'est. Donc il y a ces questions-là qui se posent. Comment est-ce qu'on peut fabriquer des robots qui n'utilisent plus tous ces produits qu'on a vus là? Voilà, question en cours. Et donc pour finir sur une question, il y a cette citation que j'aime beaucoup de Georges Bernanos, qui en 1947 avait écrit un pamphlet intitulé « La France contre les robots », et qui, à mon sens, présente de façon la plus fine le dilemme éthique de ces machines. On construit ces machines pour qu'elles nous aident à faire le bien, mais toutes ces machines peuvent être utilisées de façon symétrique à faire le mal, et elles le seront. Et donc se pose la question de si ces machines sont de plus en plus puissantes, donc on arrive maintenant, c'est grâce aux machines qu'on arrive à construire 80 millions de voitures et 1 milliard et quelques de smartphones. Et si elles n'étaient pas là, elles ne nous aideraient pas à faire ça. On n'arriverait pas à en produire autant. Donc ce sont ces machines-là qui nous aident à nous détruire et à nous autodétruire. Donc se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait de ces machines, question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et voilà, je voulais revenir sur ces questions fondamentales en fin de journée. On m'a proposé le slot de fin de journée que j'ai accepté. Pour remettre en perspective le fait que la robotique pose des questions. C'est une science, mais c'est aussi une technologie, dans son objectif technologique qui est de construire des machines. Ces machines ont un impact physique de par leur présence même, leur fabrication, leur utilisation, leur fin de vie, et par les usages qu'on en a. Et ce sont des questions qui sont importantes et profondes. Et on se pose la question de si on veut que ces robots nous aident à faire autre chose que la production à la chaîne, il y a une intuition que peut-être que la sociabilité serait une chose utile. Mais voilà, ça me semble intéressant de remettre cette perspective-là plus largement. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait intéressé par vos avis et vos questions, si vous en avez. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions? Véronique? Non. Je vois 3 doigts qui se lèvent. Merci. Et je vais rebondir sur le dernier point.
si on tient compte de la BAC et puis des ressources qui ne seront pas infinies, on a bien compris. Donc du coup, quel est le paradoxe du transhumanisme? Voilà. Le paradoxe du transhumanisme, qu'est-ce que tu veux dire? Du coup, il n'y a plus de transhumanisme possible. Le transhumanisme repose en effet sur une vision d'exponentielle croissante en permanence et qui ne finit jamais, et qui repose quelque part. Le transhumanisme repose sur cette idée de singularité, et d'un moment donné, on peut résoudre tous les problèmes parce qu'on aura toujours plus, toujours mieux. Et ça, c'est en contradiction avec la notion de monde clos. Après, on peut débattre sur le fait que le monde clos, c'est les ressources physiques, et que ce qui est important, c'est les ressources intellectuelles. Alors, je me souviens, quand j'étais étudiant, je débattais avec des gens, une étudiante en langue, donc moi je suis ingénieur, et puis sur est-ce que l'intelligence a des limites par rapport au substrat physique et physiologique. Il y a tout un débat à avoir. Il est clair que, je pense que j'imagine qu'ici dans la salle, tout le monde sera d'accord pour avoir une vision assez négative du transhumanisme. C'est clair. Et que quelque part, c'est une question qui est à côté de la plaque par rapport à ces choses-là qui nous arrivent de façon urgente dans la figure. Voilà. Enfin, je sais pas très bien quoi répondre de façon intelligente. Je suis désolé. Okay. Écoute, moi j'ai fait un exposé hyper pourri ce matin parce que quand j'ai voulu préparer hier l'exposé, que j'ai voulu rassembler des phrases récentes de ces gens qui possèdent l'ensemble des pouvoirs et des richesses et du lobbying économique, qui sont les GAFA plus Musk plus quelques-uns. Donc j'ai cherché leurs dernières phrases et du coup j'ai fait un exposé pourri parce que j'en ai pas dormi et que je savais plus quoi faire ce matin et que ces phrases, au moment de les lire, ça va, j'avais tellement pourri l'exposé que je pouvais plus les lire. Mais il restait quand même la dernière qui était « Est-ce que Dieu existe ?» Et donc j'arrive pas à dire son nom, j'y arrive pas, ça sort pas, le mec de Google dit « Pas encore ». Tu vois. Donc, je pense que ce qui, dans ta posture extrêmement objective, les gens qui travaillent en sustainabilité nous le racontent, nous l'argumentent, et c'est un problème. Quand on a démarré le PER pour robotique, tu te souviens, quelqu'un a pu nous dire « Mais allez-y, faites des robots, de toute façon, là, vous allez juste épuiser un peu plus les ressources, et on fait quoi après ?» Donc, il y a quand même quelque chose d'extrêmement dramatique de cette vision incroyablement naïve, avec un déni total d'une réalité accessible à un enfant allez, peut-être pas 1 an, mais 3 ans. Elle est là, cette réalité, elle est objective, il n'y accède pas. Donc je pense que ta question, elle est là. C'est-à-dire, comment ça se fait que ces gens-là voient pas, et alors, pourquoi perso continue à faire des robots? Parce que je me dis que parfois on peut sortir du déni, et que pour sortir du déni, il faut montrer ce que les gens sont capables de regarder. Et là, ces gens-là, ils adorent regarder les robots. Ils adorent ça. Et si on part du principe que le robot est un selfie de nous, parce que pourquoi on en voit partout alors que ça sert à rien? Pourquoi c'est Vaucanson qui était célèbre, alors que maintenant c'est les machines qui sont célèbres? C'est pas, à part Musk parce qu'il est très mégalo, mais sinon c'est les machines. Donc on connaît le nom du robot de Boston Dynamics, on connaît pas le nom des fabricants. Et on connaît le nom de Miroki, on connaît un peu le nom de fabricants parce qu'on les connaît, mais les gens de la rue ils le connaissent pas. Eh bien, je me dis que peut-être si on fabrique ces machines avec une illusion empathique délirante par rapport à ce que ça devrait être d'un point de vue purement biologique. Il y a autre chose, il y a un facteur culturel gigantesque pour y voir de l'animisme là-dedans. C'est pas normal qu'on voit du robot dans ces choses-là, qu'on voit du vivant dans ces choses-là. Il nous arrive quelque chose de grave. Peut-être qu'on peut leur renvoyer l'image de la réalité. Tu vois? Donc, moi, ce matin, je parlais de robots fragiles pour lutter contre la perfection. Parce que finalement, c'est une manière de les manipuler, eux, peut-être, en leur disant, c'est des robots imparfaits, vous manipulerez encore mieux les gens. Mais du coup, peut-être qu'ils verront leur imperfection, qu'en voyant leur imperfection, ils verront leurs limites, en voyant leurs limites, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait la plus grosse connerie qui est en train de nous tuer tous, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est pas Sacha avec Meanwhile, voilà, tu vois? Sacha, il n'est pas dangereux. De toute façon, même si tu voulais, tu pourrais pas. Eux, si. Et ils sont très cons. On a l'impression que plus tu as du pouvoir en ce moment dans le monde de l'IA, de la robotique, plus tu as un déni cognitif, sans doute la trouille,
Et tu te protèges dans un monde qui n'existe pas pour dire, mais non, elle n'existe pas la réalité, ce que tu as dit sur... Oui. Voilà, tu vois. Donc Alors, peut-être ça sert à ça, les robots. Bon, c'est une perspective tout à fait pertinente. Pour apporter un complément, donc, comme ça avait été dit en présentation, moi j'ai beaucoup travaillé sur la marche, faire marcher les robots. Donc, typiquement, ça, c'est des choses, en fait, à Grenoble, on était très en avance, et en France, on a une communauté de robotique humanoïde qui était très bonne. Je parle au passé parce que la communauté est partie vers autre chose. Par exemple, Elon Musk, Tesla, il a embauché un de mes anciens étudiants qui a fait sa thèse ici. Donc, il y a en ce moment, on parle beaucoup de robots humanoïdes depuis même à peu près 1 an, parce que Tesla, parce que d'autres Américains et les Chinois ont décidé d'investir énormément d'argent dedans. Et un des patrons, il dit, ah mais les robots humanoïdes, on en mettra dans toutes les maisons, on va en fabriquer des millions et des millions. Et après, donc il y a les journaux de vulgarisation scientifique français qui s'intéressent à ça, qui vont faire un article là-dessus, tant qu'à faire, parce que le lectorat s'interroge, et va voir les roboticiens français. Et tous les collègues, leur première réaction, c'est de dire non mais arrêtez, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas pour ça qu'on faisait de la robotique humanoïde. C'est complètement incohérent et c'est absurde et c'est irréel, c'est coupé. Et pour donner un exemple, actuellement dans le monde, on fabrique 1 demi-million de robots. Enfin, un peu plus, 600 000, parce que je rajoute ceux dont je parlais pour la logistique. On fabrique moins d'1 million de robots par an. Et là, tout d'un coup, ils vous disent « Ah, mais moi, les robots, je vous en fabriquer des millions et des millions, mais on n'a pas les ressources. » Enfin, c'est complètement... Donc, il y a une certaine folie qui rejoint l'aspect transhumanisme. Enfin, il y a une certaine folie dans technologiste qui, on sait qu'elle est très centrée à Silicon Valley, et puis les Chinois essaient de récupérer ça. Mais, oui, il y a ces choses-là. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que ça, que la robotique, ça se limite à ces gens un peu fous, que la technologie, ça se limite à ces gens un peu fous. Il y a des gens comme Sacha, voilà, comme Jérôme. Donc ça, c'est pour parler des entrepreneurs français. Mais c'est pour ça que je parlais aussi alors là, j'ai pas le temps, mais fabriquer de la robotique autre. Il y a des gens qui travaillent fabriquer des robots en bois. Ça se fait. Utiliser des puces en calcul qui n'utilisent aucun minéraux, donc pas les puces qu'on a là avec plein de minéraux différents, mais uniquement des puces biodégradables. Il y a des choses qui se font et voilà. Donc il y a en effet des gens qui sont très visibles médiatiquement, en particulier parce qu'ils ont un poids économique. Et en effet... Ils décident d'élever en Europe. Je te rappelle qu'on a pris une loi le lobbying. Oui. Alors, bon. Elle est pas... Il y a ça. Oui. Oui. C'est un drame, ça. Tout à fait. Bon, il y a peut-être d'autres questions à partir dans un autre. Je repars et je donne la parole à ce fameux Sacha. Ah. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre Brice pour ton excellente présentation, comme d'habitude. Juste, je veux rebondir par rapport à ce qui a été dit et à la question ouverte que tu as posée. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Tu as fait beaucoup de citations et on peut en rajouter d'autres. Hein, et moi, c'est ce qui me fait peur, finalement. C'est qu'on a eu tu as montré les temps modernes de Charlie Chaplin, 1936, où en 1931, là où il a l'idée de ce film sur le tarmac d'un aéroport après avoir fait le tour du monde et où les journalistes lui tendaient le micro en disant « Qu'est-ce que vous avez vu au cours de vos tours du monde ?» Il a dit « J'ai vu des machines qui, au lieu de faire le bien de l'humanité, créent le chômage et font le mal. » Donc ça, c'est 31. Si on remonte bien avant ça, on a eu Rabelais qui disait il y a un demi-millénaire, science sans conscience n'était que ruine de l'âme. Tous ces gens-là, mais ils se sont suivis, ils étaient hyper brillants. Ils nous ont tous alertés et on y est quand même. Et pire que ça, Véronique, 0,66% de la population mondiale détient plus de 50% de la richesse financière. Et donc, alors, ne dis pas c'est foutu, si tu veux. Il faut qu'on ait conscience de cela et contre qui on lutte.
Et il faudra que nous, effectivement, bah oui, c'est le pot de fer contre le pot de terre, mais il faudra jamais baisser la garde, rester debout, jamais rompre et porter la bonne parole pour expliquer tout ce que tu expliques. T'as raison, c'est complètement farfelu. Oui, c'est complètement farfelu, sauf qu'encore cette année, 80 millions de véhicules sont fabriqués dans le contexte actuel. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bah oui, la guerre sera dure, mais si on a des convictions, bah on y va, quoi. Point barre. Il y avait déjà une question ici et je passe après. J'ai pas très bien compris le graphique concernant le pic, en disant à un moment donné, pourquoi faire de la robotique puisque c'est une fin. Mais les matériaux, l'énergie qu'on met dans les robots, s'ils n'existent plus, je suis pas sûr qu'il reste beaucoup d'humanité, puisqu'on ne pourra plus soigner, on ne pourra plus rien faire. Alors, Et malheureusement, je termine, malheureusement, si la robotique devait sauver l'humanité, c'est que ça serait rentable. C'est plus rentable de faire du mal et de se faire du mal dans notre société que de faire du bien. On l'a vu un petit peu dans l'histoire de la domotique, ça n'a pas marché du tout puisque la domotique a plus de 30 ans, là ça commence à percer, mais honnêtement la technologie, si elle est liée à un système économique, on ira vers un échec de l'humanité. Alors, là, j'ai ressorti le même transparent, mais en fait, pas du tout la même numérotation. C'est un cours que je donne en master. Et le transparent qui vient après, que je n'avais pas mis là, c'est pour parler de mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire après? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, il y avait la technologie. Je parlais de la roue et d'autres exemples. Avant, c'était ça la technologie. On avait des sources d'énergie. On avait d'autres sources d'énergie. Donc ça, on en a. On peut toujours travailler avec des animaux et du vent. Il y avait une médecine, il y avait des choses. Alors ça, ça c'est sorti de un graphe de ce dessin de la première encyclopédie de Diderot. On saura faire mieux de nos jours. C'est pas la fin de l'extractivisme, la fin de la technologie qu'on a fabriquée, qu'on a réussi à fabriquer là grâce à toute l'énergie fossile qu'on a utilisée. Ça nous a permis de développer plein de choses. On ne pourra plus faire pareil, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est la fin de cette façon de faire. Non, puis du nombre, j'en connais, c'est ce qu'on entend. Moi, j'ai des copains paysans, ils me disent si on enlève un petit qui tue leur métier, vous ne mangerez plus, les gars. On peut essayer, on peut avoir l'espoir de trouver d'autres façons de faire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sources d'énergie. Alors là, je vais devoir re-switcher sur le transparent sur les matériaux qui est utilisé pour faire de l'énergie renouvelable. Et après, on pourra envisager avec cette énergie renouvelable de renouveler les matériaux plutôt que pour l'instant, on recycle assez peu les matériaux. Donc, il y a des solutions qui sont envisageables. Quelle sera la population à ce moment-là, je ne sais pas. Mais il ne faut pas tomber tout de suite dans le fait de croire que tout va aller mal. Plein de choses vont aller plus mal. Mais oui. Alors, encore une fois, moi, j'ai tendance à être un peu détaché de ces choses-là, au sens où, tant pis, quoi. Parce que, de toute façon, dans 3 siècles, c'est foutu. Enfin, quoi qu'on fasse, de toute façon, en 3 siècles, il faudra passer à autre chose. Et c'est foutu, c'est-à-dire c'est ça qui est foutu. L'humanité n'est pas foutue. Il y aura peut-être plein de choses qui seront pires. Il y aura encore plus de plastique qu'on bouffera tous les jours, enfin qu'on boira tous les jours. Il y aura plein de choses qui seront pires, mais il y aura toujours une humanité. Elle sera différente. Et elle devra trouver un autre fonctionnement. Donc voilà, et là, la question qu'on a, nous, notre génération, les nouvelles générations qui arrivent, c'est comment est-ce qu'on accélère ce processus. Mais voilà, il faut pas avoir peur de la fin, il faut au contraire la faire venir le plus vite possible et trouver autre chose. Et en particulier, se pose la question, parce que souvent, donc en robotique, on a beaucoup de discours de comment s'appelle, les déserteurs, les gens qui, j'ai un collègue qui est connu, ce qui passe en plus à la radio, tout ça, qui a décidé d'arrêter de faire la robotique parce qu'il pensait que c'était pas bien. Voilà. Et donc on a ces questions-là qui remuent un petit peu la société, la communauté des roboticiens. À mon sens, il y aura toujours une technologie.
Ce ne sera pas celle-là, parce que celle-là, c'est pas possible, physiquement, de la garder. Les lois de la physique sont là. Mais il y en a une autre qui reste à inventer. On aura toujours la roue. Est-ce qu'on aura toujours des robots, mais qui ne seront pas ceux qu'on a actuellement. Voilà. Olivier veut préciser sa question, et après, j'en ai encore une autre derrière. On a quand même vécu, dans l'histoire de l'humanité, quelque chose d'extraordinaire, où on s'est dit, on a vu le mur, plus jamais ça. C'était le Covid. Et on a dit, plus jamais ça. Et en fait, on est pire qu'avant. Oui, enfin, en effet, tout le monde ne se rend pas compte. Voilà, y a des gens qui sont indécrottables dans leurs bêtises. C'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, voilà, tôt ou tard, on y arrivera. Plus on l'attend, et plus ce sera difficile, mais on n'a pas le choix. Enfin, c'est pas à nous de choisir. Avant de passer la parole juste à Madame pour la dernière question, je voulais juste intervenir d'un point de vue écologique. Aller vers les robots, pour moi, c'est pas forcément non écologique dans le sens où ils peuvent prendre plusieurs fonctions et remplacer plusieurs appareils, comme le smartphone, par exemple, remplace le téléphone, le répondeur téléphonique, l'appareil photo. Donc finalement, c'est pas consommer plus de plastique et plus de composants forcément, si on les améliore. Oui, tout à fait. Mais c'est toujours cette question à mettre en relation entre les services rendus à l'humanité et le coût environnemental, et trouver. Il y a un espace qui est assez étroit. Il faut essayer de retrouver un équilibre. On n'est pas dans cet espace-là. C'est-à-dire que d'une part, on ne fait pas bien sur plein de choses. Et d'autre part, on fait très mal sur d'autres choses. Donc il y a un équilibre à trouver. Après, il y a plein d'effets psychologiques. Il y a l'effet rebond. Enfin, voilà, les smartphones, en effet, avoir un téléphone, ça permet d'éviter d'avoir un appareil photo. Mais en même temps, il y a beaucoup plus de smartphones maintenant qu'il n'y a eu jamais d'appareil photo avant. Donc, bon, ce sont des problèmes qui sont complexes. Moi, j'ai une question. Vous parliez d'utiliser d'autres matériaux comme le bois. Peut-être aussi qu'il faut chercher dans la nature d'autres choses plus solides. On voit bien la carapace des insectes. Au bout d'un moment, quand ils meurent, les insectes, la carapace, elle est toujours là. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent là-dessus des matériaux à construire à partir de là pour remplacer le plastique? Peut-être au niveau de la consommation d'énergie, on peut aussi optimiser. Et puis, c'est quand même des humains qui font les robots. Donc, la résistance, elle peut se faire là aussi. Hein. La programmation, c'est l'humain qui le fait. C'est les humains, on a vu, les robots, ils sont pas parfaits. Ils font des erreurs. Par exemple, ils peuvent transmettre un message un petit peu rebelle de temps en temps, en pleine démo. Ça peut être des façons de résister et aussi de faire prendre conscience aux gens que oui, ces robots, ils peuvent avoir des utilités, mais peut-être qu'il faut regarder la facture. Oui. Sur la planète que ça représente. Donc ça, je pense qu'il y a pas. Enfin, est-ce que déjà c'est envisageable? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cette optique-là, qui veulent continuer, mais qui veulent aussi faire évoluer les choses? Voilà, c'est ma question. Donc, j'ai retenu deux questions. Il y a un aspect la nature. Donc, clairement, la nature, il y a des êtres vivants. Un robot, souvent, on le définit dans les écoles d'ingénieurs comme c'est une machine qui a des capacités de perception, de décision et d'action. Voilà. Les animaux, ils n'ont pas attendu le robot pour faire la perception, la décision et l'action. Et on en fait partie des animaux. Et on est, nous, entièrement recyclables. Quand on meurt, tous nos atomes vont être réutilisés par d'autres êtres vivants. Voilà. Donc, il y a là, évidemment, des choses à apprendre. Le biomimétisme, au sens s'inspirer des solutions trouvées dans la nature pour essayer de faire un peu mieux que ce qu'on fait, ce sont des thèmes qui sont présents, donc dans la communauté des roboticiens, entre autres, mais pas seulement. Mais il y a des gens qui, en effet, cherchent à plein de façons différentes de faire. Après, il y a, sur la question de ce que va faire le robot, de ce qu'on en fait, de ce qu'on lui fait faire, en un sens, c'est nous qui décidons. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours nous qui décidons. C'est nous qui décidons ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. La mauvaise nouvelle, c'est que on n'est pas toujours très fort pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'on veut faire.
Donc on a parlé là de politique, de capitalisme, mais je veux revenir à cet exemple-là, enfin, où il y a plein d'exemples de psychologie cognitive où on sait que on fait pas forcément les bons choix. Enfin, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette citation parce que elle fait vraiment réfléchir sur le fait que on aura toujours tendance à avoir des outils qui nous permettent de faire plus. Et ça nous oblige. Là, il y a une question fondamentale qui est que ça nous oblige. On est obligé, nous, de nous améliorer. Et on n'a pas le choix parce que sinon, on aura ces machines, on les utilisera pour se détruire encore plus. Donc il y a une injonction morale, mais qui est issue de la logique. Là, c'est pas de la religion. La logique veut que, à partir du moment où on est de plus en plus capable, si on veut pas finir par la catastrophe, eh ben, on est obligé de s'améliorer. Et je sais pas quoi en tirer de plus, mais en tout cas, c'est un vrai problème. Il faut vraiment qu'on réfléchisse aussi à ça. On a la solution entre nos mains, mais on n'a peut-être pas la tête qu'il faut. Pour ça. Bon, je suis désolé, je déborde beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à tout le public aussi pour les questions, la présence. J'espère que vous serez nombreux à revenir ce soir à 20h. Et avant de partir, je voulais juste dire un petit mot de conclusion. Très rapide, en disant que ça fait la 3e année donc qu'on organise Screen Day. On a eu une première année sur la VR et l'AR, réalité virtuelle, réalité augmentée. Une 2e année sur l'eye tracking, une 3e année donc là sur la robotique sociale et émotionnelle. Et si jamais il doit y avoir une 4e année sous le nom de Platypus Day ou autre, je voulais faire un petit sondage un petit peu de ce qui vous intéresse, de quelle thématique, quelle thématique vous souhaiteriez qu'on aborde, si vous avez des idées. Autour de l'écologie, du développement durable, ouais. Ouais. Je pensais aussi à tout ce qui était mesures physiologiques, puisqu'on a du matériel à screen actuellement pour ça, et voilà, qui sont liés à la recherche, mais le développement durable est très bien aussi. Ouais. Voilà, si vous avez d'autres idées, écoutez, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et puis il y a encore des croissants, des gâteaux, des fruits en bas, des boissons fraîches, surtout des boissons fraîches, je pense. Donc n'hésitez pas à aller vous servir et puis à continuer les discussions, les échanges qui étaient très riches et qui doivent se poursuivre. Voilà. Merci Véronique. Et merci à toutes les personnes qui ont échangé avec moi pendant toute l'année pour m'aider sur la programmation, etc. Donc voilà. Et merci encore à la MSH.